Bonjour à tous et puis surtout merci au comité d'organisation de m'avoir proposé de venir présenter ma réflexion et surtout de pouvoir la partager avec vous, même si mon heure de passage euh, complique le fait de parler d'un sujet très difficile. Euh, je vais essayer en tout cas de capter votre attention et peut-être de susciter chez vous des réactions que je souhaiterais partager après propos. Peu après-guerre, dans les années 50, l'Organisation mondiale des Nations Unies a proclamé un texte sur les droits de l'homme. Hannah Arendt a de suite commenté en disant « Il n'y a qu'un seul droit de l'homme, celui d'être au monde ». Pas d'être au monde aujourd'hui pour accéder à un sentiment qui est un sentiment d'existence. Chacun, Hannah Arendt a dit, après la promulgation, la modernité nous a apporté le pouvoir de détruire la vie. Les citoyens d'aujourd'hui seront les réfugiés de demain. C'est par ce propos que j'introduirai ma réflexion sur le suicide au travail des soignants en attirant votre attention sur la question du travail. Je vais essayer de clarifier ce propos en développant plusieurs points. Alors j'ai soutenu cette thèse en 2023 sous la direction d'Éric Hamraoui, qui est philosophe au Centre de recherche du travail et développement du CNAM de Paris. Alors le titre est un peu compliqué, hein, mais donne quand même le suicide au travail, approche thérapeutico-institutionnelle et enjeux politiques, conceptualiser le travail défiguré. Développer aujourd'hui la question du travail défiguré, partageant quelques grandes lignes. Mais juste avant, je précise de quelle place je parle. Donc, je suis cadre supérieur de santé au CHU de Montpellier. Je fais partie des derniers infirmiers de secteur psychiatrique formés à Saint-Alban-sur-Limagnole, dans le berceau de la psychothérapie institutionnelle, dans laquelle j'ai baigné. Et si je le précise, c'est parce que ma réflexion n'est pas déconnectée de cette approche-là non plus. Je dois beaucoup. Donc, je suis aujourd'hui cadre supérieur de santé. Je forme des cadres de santé à l'Institut de formation. Mais je suis aussi membre associé au CNAM de Paris sur la recherche, travail et développement avec Éric Hamraoui et Aude Guégan, qui ont pris la succession de gens comme Yves Clos, Christophe Dejour, que vous devez connaître dans ces questions. Alors, je commencerai par dire qu'il n'y a de travail qu'humain. Pourquoi? Parce que le travail est toujours le fait d'une personne, humaine, bien sûr. Le contraire, ça s'appelle la mécanisation et la robotisation. Le mot travail n'est utilisé que quand il y a des personnes. Cette simple opposition de départ montre qu'entre l'action mécanique et l'action humaine que nous avons d'un côté la machine qui marche selon la rationalité à partir de laquelle on l'a programmée, et de l'autre, nous avons une personne humaine qui agit selon ce qu'elle est et ce qu'elle sait. Alors la rationalité mécanique n'est que technique, alors que la rationalité humaine est subjective. Cependant, depuis l'avènement de la technique, l'homme n'a de cesse de vouloir en finir avec le travail. Et l'actualité, en tout cas, nourrit cette idée. Pris dans son élan de modernité et de maîtrise. Alors paradoxalement, à mesure que le travail devient de moins en moins physique, il met à l'épreuve les êtres qui souffrent de nouvelles pathologies musculo-squelettiques et psychosociales. La souffrance au travail, dont les conséquences sont le burn-out, la dépression et le suicide, nous montre que même si les conditions de travail et la nature du travail changent, le travail humain résiste dans une mise en forme qui devient mortifère. Paradoxalement, la souffrance devient pathologie quand le travail ne permet plus à l'individu de s'éprouver en travaillant. La pénibilité physique n'est pas ce qui fait fuir les travailleurs. C'est l'impossibilité d'exister par le travail qui les fait fuir. Si nous considérons les pathologies du travail comme les manifestations symptomatiques d'un travail malade, alors il est à considérer que tout symptôme lié au travail en est la conséquence. Ce ne sont pas les personnes qui sont malades, c'est le travail qu'il faut soigner. Les paroles sont de Yves Clos. C'est pourquoi j'aborderai la question du suicide au travail, non pas sous l'angle de la fuite, mais comme étant le fait d'un engagement total de l'individu dans son travail pour la vie, par-delà la mort.
Alors mon exposé comporte 3 parties. Je vais d'abord situer le contexte de ma recherche à partir des questions que pose le suicide au travail. Dans un deuxième point, je vais vous dire comment j'ai problématisé le suicide au travail des soignants à partir de mon expérience. Et en troisième point, j'ai interrogé le statut politique et phénoménologique de l'action humaine afin de porter un regard nouveau sur le suicide. Le contexte de ma recherche. Alors le suicide n'est pas un phénomène récent dans nos sociétés. Il a revêtu des significations différentes selon les époques. Valorisé dans l'Antiquité, réfuté durant le christianisme, même condamné. Il est depuis l'avènement des sciences modernes considéré comme un fait social pour la sociologie ou comme relevant de maladies par la médecine. Cependant, depuis les suicides de l'entreprise France Télécom entre 2006 et 2009, le suicide peut désormais être imputable au travail. Entre la question sociale et la question médicale, le travail vient désormais enrichir le débat pour tenter de donner une signification à ce phénomène dramatique. Une question se pose, comment interroger le travail et la vie quand la mort est liée au travail? Et interroger le suicide au travail à partir de l'énigme de l'implication individuelle dans le travail. Que les liens de corrélation entre l'implication et le suicide se dégagent de toutes les études sociologiques et psychopathologiques du travail, dont celle de Christophe Dejour. Ce sont les personnes les plus impliquées dans leur travail qui se suicident le plus. C'est pourquoi j'ai envisagé le lien entre l'implication et le suicide comme une riposte politique agissante. C'est-à-dire que j'ai envisagé le suicide, l'action suicide, comme une action qui riposte face aux dissonances que produisent les organisations du travail et le management à l'égard de la vie. Je fais l'hypothèse que les suicidés ont une conscience de la vie qui ne se laisse pas mystifier par les nouvelles formes de pouvoir et de gouvernance qui encadrent le travail et la société. S'ils sont prêts à se donner la mort, c'est parce que le sens qu'ils donnent à leurs actions ne peut se dissocier de la vie qui donne un sens à leur être. Si notre être est dépendant de la conscience, alors la conscience, elle ne peut pas être séparée de ce qui fait que nous ressentons la vie qui est en nous. C'est pourquoi j'ai situé la question ontologique du suicide au travail selon la pensée du philosophe montpelliérain Michel Henry qui a cette formule. Le bouleversement ontologique se produit lorsque l'action cesse d'obéir aux prescriptions de la vie. Quand le savoir qui règle l'action est le savoir de la vie, il coïncide avec l'action, n'étant rien d'autre que son auto-affection. Et donc ces savoirs de la vie que j'ai explorés, savoirs que l'on pourrait réduire ou que l'on réduit trop par le mot expérience, on l'a vu ce matin, ça touche au vécu. Les sciences du travail parlent de savoir-faire incorporé ou discret. Ils sont invisibles et difficiles à comprendre. Même si l'individu se souvient de ses expériences, il lui est difficile et souvent même impossible de faire le lien direct entre les situations vécues et les compétences qu'il en a tirées. Ces savoirs, que j'appelle savoirs de la vie, s'opposent au savoir de la conscience. Ils ne sont pas de même nature. On peut avoir conscience d'une expérience que l'on a vécue sans que cette conscience ne traduise une vérité de la vie pour soi. Pour faire l'expérience d'une vérité de la vie, il faut exister. Mais là encore, comme le dit Henri Maldinet, exister est rare. Nous existons rarement parce que nous passons notre temps à penser. Et quand nous pensons, on ne vit pas. Michel Henry va encore plus loin en disant que le monde est peuplé de cadavres. La conscience est toujours une extériorité à la vie. C'est un voir de la vie qui est objetisé. Alors ces savoirs de la vie sont des savoirs qui font appel à une conscience de la vie qui n'est qu'affective, parce qu'il faut être affecté par une réalité pour se sentir exister. Et ça, c'est un premier point fondamental dans le rapport que j'ai souhaité dégager entre l'action et le suicide comme étant un rapport d'existence et de présence au monde. Il m'a été rapporté ceci par un membre de mon jury.
l'écrivain Romain Gary, que certains connaissent, après un déjeuner avec son éditeur Claude Gallimard, s'installant dans son lit et se tirant une balle dans la bouche en laissant une lettre intitulée « Jour J ». Cette lettre s'achève avec ces mots : « Je me suis enfin exprimé entièrement ». Si les suicidés ne sont pas mystifiables, c'est parce qu'ils vivent avec une conscience qu'en philosophie on dirait sans illusion. Ils ne vivent pas dans une conscience qui se défait du sensible de la vie. Ils sont dans une présence. Nous verrons en quoi cette présence est une expérience paradoxale de la solitude de la vie. La solitude n'est pas une catégorie de la psychologie ou de l'éthique, mais une structure ontologique fondamentale. Elle constitue une structure universelle. Nous vivons seuls avec nous-mêmes. Là est son paradoxe, parce que le sentiment d'exister ne peut advenir que dans la double expérience de soi. Nous vivons seuls l'expérience de la vie, puisque nous portons la vie en nous jusqu'à notre mort. Le mourant, même s'il est entouré effectivement, il est le seul à mourir. Il est le seul dans cette expérience. Vivre est donc une expérience solipsiste. Mais ce qui donne à ce sentiment d'exister la possibilité d'une conscience, c'est l'être que nous sommes. Il ne peut apparaître à la conscience que dans une distance à soi. Un peu complexe, on va voir. La présence, c'est ainsi une capacité qui nous est offerte de dépasser ce qui fait la structure même de notre être et qui est son universalité. La seule universalité entre les êtres, c'est l'aliénation de l'être lui-même. Cette incapacité, cette expérience particulière de la solitude. Éprouver la sensation de la vie est aliénant, car plus la sensation est forte et plus nous sommes enfermés dans nous-mêmes. Le psychotraumatisme correspond à cette émotion trop forte qui sidère la pensée. C'est donc là que se situe l'essence de la possibilité de la conscience de l'être. Dans le mouvement de la vie vers la conscience de soi à partir de son éprouvé sensible et affectif du monde. Il n'y a pas d'universalité du sensible. Phénoménologie. Le point de départ de ma recherche est empirique et clinique parce qu'il prend appui sur ma pratique et mon expérience du soin en psychiatrie d'une part, et aussi parce que j'ai été traversé par la question du suicide dans mon entourage professionnel. Je fais l'hypothèse qu'ici je ne suis pas le seul. Ma méthodologie n'a pas visé une neutralité axiologique, parce qu'il m'a paru naïf, voire indécent éthiquement, de prétendre à la neutralité face à un tel sujet. Ma posture de recherche est phénoménologique, parce qu'elle vise à faire tenir le monde de la science dans le monde de la vie. Ce qui, dans ma recherche, définit la conscience comme étant liée à la vie. Nous verrons comment ce que nous appelons la conscience professionnelle ne peut relever d'une conscience qui répond uniquement à des normes de procédure ou de prescription, mais à une conscience sensible de la vie en travail. Le suicidé ne peut pas s'effacer derrière une déontologie ou une morale lorsque celles-ci ne prennent plus appui sur la vie. C'est dans la manière dont j'ai problématisé la question du suicide que j'ai suspendu mon jugement, grâce à la mobilisation de traces matérielles objectives et perceptibles de situations de suicide. Je suis parti de situations réelles de suicide. Mais j'ai mené des entretiens auprès des proches des suicidés, de nombreux entretiens, dans une confrontation à des cadres théoriques issus de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales. J'ai ainsi mobilisé l'anthropologie, l'histoire, la médecine, la psychologie, la psychodynamie du travail, la philosophie, mais aussi la littérature, pour penser la complexité du suicide au travail des soignants. Mais j'ai soutenu une thèse de philosophie à partir d'une pluridisciplinarité théorique pour construire un discours véridique sur la question du travail humain, dans ce qu'il permet à tout individu d'exister. Si nous sommes des êtres sociaux, alors nous ne pouvons nier que notre être dépend à la fois de ce que nous ressentons de la vie en nous, mais que celle-ci ne peut prendre un sens que dans le monde où les autres existent aussi. C'est pourquoi j'ai pensé le suicide comme une riposte politique agissante. C'est donc par le prisme du suicide au travail des soignants que j'ai enquêté pour tenter de confronter la connaissance déjà acquise
et proposer un matériau nouveau pour penser la question du suicide comme liée à la défiguration du travail. Il y a un lien de corrélation entre l'implication dans le travail et le suicide. Il faut donc être très impliqué dans son travail pour aller jusqu'au suicide. L'implication est ce qui pousse l'individu à agir dans son travail comme dans son suicide. Le pouvoir d'agir est à interroger dans ce qui le caractérise en tant que force et mouvement de la vie. C'est pourquoi je me suis interrogé sur l'action humaine, parce que le suicide est avant tout le fait de l'action d'un individu. Ce qui est visible de l'action d'un individu ne traduit pas la force et le mouvement de la vie. Elle n'en est qu'une image. Alors qui sont ces soignants qui se sont suicidés? Si on regarde les faits rapportés par les médias et les études de différentes instances et sociétés savantes, on peut dire que le suicide touche toutes les catégories sociales. Les médecins sont très exposés, mais les infirmiers et les aides-soignants aussi, et même les cadres, de même que les agents techniques. Personne n'est épargné. Si vous regardez la presse ou l'actualité en ligne, vous y lirez ceci. Dans la nuit de dimanche à lundi, un infirmier hospitalier s'est donné la mort sur son lieu de travail. La semaine dernière, 2 jeunes médecins se sont suicidés à seulement quelques jours d'intervalle. Une jeune gynécologue qui exerçait au centre de lutte contre le cancer, le second, un jeune assistant qui exerçait au centre hospitalier général. Un infirmier de 55 ans s'est suicidé le 13 juin 2016 dans son service au CHU, face aux pressions professionnelles et aux conditions de travail. Une infirmière de l'hôpital s'est suicidée le 24 juin 2016 à 44 ans. Dans sa lettre d'adieu, elle met en question les conditions de travail en dégradation constante. 2 infirmières d'un même service de santé se sont suicidées à 1 mois d'intervalle, âgées de 51 ans et 46 ans. Un interne se donne la mort tous les 18 jours à cause de surmenage. Stop à l'hécatombe. L'association Soins aux professionnels de santé a annoncé fin août 2022 que 3 professionnels de santé se suicident tous les 2 jours. Ce chiffre est calculé selon la proportion démographique du personnel soignant. L'Ordre national des médecins, l'Intersyndicale nationale des internes, ainsi que le résultat de l'étude Amadeus, menée par des psychiatres entre mai et juin 2021, auprès de 1000 soignants, montrent combien l'hôpital est un environnement difficile pour les soignants. C'est un état des lieux du suicide au travail des soignants qui est accablant. Mais il reste cependant faiblement documenté et le suivi n'en est pas encore suffisamment précis et établi. Alors comment j'ai problématisé la question du suicide au travail? En France, le taux de suicide est un des plus élevés d'Europe, variant peu d'année en année avec une oscillation entre 13 et 14 suicides pour 100 000 habitants, soit environ 9 000 suicides par an, avec une sous-estimation de 10% selon Santé publique France. L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'INRS, déclare qu'une étude exploratoire menée par Santé publique France avec quelques instituts médico-légaux montre qu'en 2018, près de 10% des suicides analysés pourraient avoir un lien avec le travail. Il n'y a pas de réelles statistiques sur le suicide au travail, mais d'après Santé publique France, le secteur de la santé et de l'action sociale présente le taux de mortalité le plus élevé pour les suicides au travail. Nous sommes en première ligne. Comment se fait-il que des professionnels dont le travail est de restaurer, voire de sauver la vie des autres, ne soient pas davantage protégés de ce phénomène dramatique? Tous les soignants ne se suicident pas au travail, mais les données nationales de santé publique montrent qu'ils sont particulièrement exposés à ce risque. Alors si l'implication est un facteur de risque, la question du travail lié à la vie est portée à l'extrême. Soigner des gens, c'est pas rien. L'hypothèse d'une connaissance de la précarité et de la finitude de la vie, détenue par ces soignants très impliqués, est en faveur du lien entre leurs actions et les prescriptions de la vie. Fort de ces savoirs incorporés, ils s'opposent à la défiguration d'un travail organisé à partir d'une donnée d'objectivation. L'action humaine n'est ni objective ni mécanique. Elle est toujours adressée. C'est ce qui fait la temporalité de l'action et surtout sa pluralité de sens. Dans le soin, la dimension subjective et intersubjective est importante car elle est liée à l'activité même du soin, qui repose sur la relation à l'autre. Alors j'ai souvent entendu dans le discours social qu'on ne devient pas soignant par hasard.
Un projet de vie est jalonné d'expériences diverses et de rencontres. Mais l'implication porte en elle des raisons subjectives qui échappent à la conscience. La posture professionnelle ne relève pas d'une séparation entre les sphères privées et professionnelles. Il n'y a pas de clivage chez les travailleurs impliqués. Le travail, c'était sa vie, m'a dit une cadre au sujet d'un de ses agents qui s'est donné la mort. Comment relier la question du suicide à la question du travail? Notre regard sur le suicide dépend de l'époque et du lien que nous entretenons entre la vie et la mort. Dans l'Antiquité, pour Aristote, l'esclave n'a pas le statut d'un humain, car sinon il n'accepterait pas sa condition d'esclave et il se suiciderait. Chez les Romains, le suicide est le propre des empereurs. Il y a de la grandeur d'âme dans cet acte qui n'est que l'œuvre des plus grands personnages. Au Japon, les guerriers samouraïs pratiquaient le seppuku, ou le harakiri, quand, par conviction morale, ils ne voulaient pas appliquer un ordre donné par un supérieur hiérarchique. Selon les époques et les cultures, le suicide n'a pas la même signification. Aujourd'hui, en France, ce phénomène est particulièrement important, puisqu'il y a un grand nombre de suicides à la fois dans la société, mais aussi dans le travail. Le débat actuel sur le suicide assisté et sur la fin de vie n'est pas à considérer comme un sujet à part ou différent, parce qu'il dit quelque chose d'un changement pour notre civilisation. Comment s'interroger sur le suicide ou faire de la prévention si d'un côté on considère que l'on peut, par une action humaine, aider un individu à mettre fin à ses jours? Si je pose ainsi la question du suicide, c'est parce qu'il y a une question qui résiste dans le suicide. Si on interroge le suicide dans son environnement social et culturel, il peut correspondre à des valeurs ou à des codes sociaux qui sont extérieurs à l'individu lui-même, mais qui caractérisent néanmoins cet individu puisqu'il fait partie de la société. Nos cadres moraux de référence sont liés à nos traditions. Nos actions sont ainsi guidées par ces cadres moraux de référence. Cela veut aussi dire que nos subjectivités aussi sont façonnées par ces cadres. C'est le social qui façonne nos subjectivités. C'est pourquoi les repères sociaux et culturels tendent à donner une signification à ces suicides comme pour l'esclave ou le guerrier samouraï. Ici, l'action qui mène au suicide est valorisée par les codes de la société. Mais par contre, si l'on interroge le suicide dans une société où le suicide est considéré comme une atteinte à la vie, la signification du suicide devient plus difficile à comprendre et à cerner. Et nous vivons effectivement dans une société qui fait de la santé une priorité politique. C'est par exemple tout l'enjeu de la reconnaissance du suicide au travail. Qui de l'individu ou du travail est le principal responsable? Nos repères sont tout à coup plus flous, car ils nécessitent un nouvel arbitrage. Alors le droit est pour notre démocratie ce qui est convoqué pour arbitrer ce nouveau conflit. Mais le droit n'a pas pour vocation à aller au-delà des mises en forme factuelles de tous les éléments en présence pour proposer un arbitrage. Il y aura toujours des parties adverses. C'est pourquoi j'ai interrogé le suicide pour dépasser à la fois le clivage de l'individu et du social et le dualisme ontologique que pose la question du suicide entre le sensible et la raison. Ce dualisme est marqué de l'opposition que tout individu peut ressentir entre ce qu'il vit et ressent et la conscience qu'il a du monde qui l'entoure. Il peut arriver à chacun de se sentir décalé par rapport à la réalité des autres. On l'a vu ce matin avec les pères aidants. C'est comme ne pas se sentir dans l'ambiance du groupe et du moment. On parle de syntonie. C'est pourquoi le suicide pose la question politique du travail. Alors comment faire une question du suicide une question de travail? Je dirais que l'évolution des organisations du travail s'appuie de plus en plus sur des perceptions qui prétendent maîtriser l'action humaine. Mais cette conception matérielle et déshumanisée du travail ne saurait être efficace sans un management pyramidal acquis à sa cause. C'est la combinaison machiavélique, organisation rationnelle du travail et contrôle au plus près de l'activité des travailleurs qui entraîne ce que l'on peut appeler une perte de sens dans le travail. Cette perte de sens met des individus particulièrement impliqués dans leur activité, dans une position de désolation, voire d'isolement, au sens arenthien du terme, c'est-à-dire dans un monde devenu invivable, ou alors se sentir seul au milieu d'une foule. Le discrédit apporté sur l'action des individus dans ce contexte social rompt toute possibilité d'appartenance à un monde commun. Les suicidés, qui ont un niveau de conscience particulier, ne peuvent pas se trahir dans leurs actions. La vie dans son absolue révélation ne saurait se laisser mystifier par aucun pouvoir social, ni par des organisations qui veulent transformer le travail du soin en production de masse et dans une visée économique.
À ce niveau, le suicide pose la question de la dépolitisation du travail. Alors ma thèse propose une rupture épistémologique sur la question du suicide pour apprendre à regarder la vie telle qu'elle se manifeste dans une opposition à son apparence visible. Il y a dans le suicide d'une personne la manifestation de la vie dans le paradoxe de la mort. Ce paradoxe n'en est peut-être pas un si nous considérons la mort comme un non-phénomène. C'est-à-dire que seule la vie peut faire advenir un phénomène. La mort n'est que la fin d'une vie et donc n'est pas. Il n'y a aucun vouloir dans la mort, nous disait Nietzsche. Seule la vie est volonté. Volonté de puissance et volonté d'apparaître. Mon propos n'interroge donc pas la mort. Parce que, comme l'a encore dit Vladimir Jankélévitch, toute vie, aussi courte soit-elle, est une victoire sur la mort. Aussi, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. C'est pourquoi, jusqu'à l'instant de sa mort, le suicidé est bien vivant. La temporalité vivante n'est pas mesurable. Elle révèle de la présence. Être vivant, c'est être présent. Juste pour saisir la temporalité, le travail cadencé est une temporalité mesurée. Taylor a mesuré les tâches, les a calibrées. Le rapport qu'on a vivant à la tâche ne rentre pas dans ce cadre-là. Une journée de travail peut nous avoir duré une semaine, comme 5 minutes. Moi, parfois, je suis tellement dans mon travail que depuis le matin, je n'ai pas levé le nez, je regarde, mais c'est déjà 18 h, il faudrait peut-être penser à... Vous voyez ça? C'est ça la temporalité vivante. Pourquoi le suicide comme riposte politique agissante? Alors d'abord, la mort est anthropologiquement un point de stabilisation de la vie, y compris pour le suicide. L'historien Jean-Louis Voisin s'est interrogé sur la mort volontaire pratiquée chez les peuples celtes, qui étaient un peuple guerrier. Les peuples celtes pratiquaient le suicide collectif dans certaines situations. Et si les Celtes perdaient une bataille, ils pratiquaient le suicide collectif selon un rituel méthodique qui visait à tuer les enfants en premier, puis les femmes, et ensuite les hommes se supprimaient. L'objectif de ces suicides collectifs visait la préservation de la culture celtique, en privant le vainqueur de l'objet de sa victoire. Les Celtes échappaient ainsi aux exécutions publiques réservées aux vaincus, ils échappaient à l'esclavage, à l'humiliation de la défaite, et permettaient à leur culture de ne pas être colonisée. Cette mort collective par rituel avait une portée stabilisatrice de la culture en cas de défaite. Dans d'autres cultures, comme chez les peuples animistes, la mort est un point de stabilisation entre les mondes vivants. Le chasseur animiste rentre dans le monde de l'animal pour le traquer. En s'enduisant le corps de l'odeur de l'animal, en adoptant ses logiques de déplacement et de rythme, le chasseur va jusqu'à quitter le monde humain pour entrer dans l'esprit de l'animal qu'il va rencontrer. Cette rencontre va déterminer qui de l'un ou de l'autre va rester vivant, qui doit terminer par la mort de l'un ou de l'autre. La mort marque la frontière des mondes entre humains et non-humains. Le chasseur peut ensuite revenir dans le monde des humains. C'est en racontant sa chasse à son retour qu'il réintègre les siens. Plus près de notre culture occidentale, la philosophie et la sociologie disent de la mort qu'elle est ce qui permet le passage et la transmission intergénérationnelle. Il y a culturellement et philosophiquement un ordre des choses qui fait que les enfants meurent avant les parents, meurent avant les enfants. Excusez-moi. J'avais en tête le poster de ce matin. Cela structure nos modes de vie en société. Mais aussi dans nos expériences de vie, en cas de conflit ou de chaos, Vladimir Jankélévitch pose la mort comme une temporisation. Parce que, nous dit-il, la conscience prévoyante est une conscience préoccupée du lendemain. Et il ajoute, c'est la séparation qui, dans le cas du conflit, entretient la continuation de l'existence. La mort ici stabilise le chaos, temporise le chaos de la vie. En suivant encore Nietzsche sur la mort volontaire, il nous dit que c'est une mort en temps voulu. Ce que je vous montre, nous dit-il, c'est la mort accomplissement, qui devient pour les vivants un aiguillon et une promesse. Dans le suicide, ce qui nous touche, c'est la survenue de cette mort qui ne s'inscrit pas dans la naturalité des choses, puisqu'elle est le fait de la main du suicidé lui-même. C'est une question anthropologique et philosophique qui nous est posée là, comme l'a bien souligné Albert Camus. Le suicide, c'est même la seule question philosophique sérieuse. On retiendra ici
que ce n'est pas la mort qui compte, mais c'est bien la vie qu'il nous faut interroger. Arthur Schopenhauer nous a dit aussi en son temps que le suicide est la marque de la volonté. C'est un vouloir vivre et non un vouloir mourir. Il faut entendre ici la volonté au sens de la manifestation de la vie comme une force agissante non maîtrisable. La vie dans sa manifestation et son apparaître est ainsi imprévisible. Ce qui caractérise le suicide, j'en ai pas pour longtemps, c'est important, je vais rentrer là dans la théorisation. Ce qui caractérise le suicide, excusez-moi, dans sa manifestation est bien son imprévisibilité. Même les psychiatres les plus experts que j'ai interrogés se heurtent à comprendre le fait qu'une personne puisse aller bien durant un entretien et se suicider l'instant d'après. Lors de mon enquête, un médecin psychiatre m'a raconté le premier suicide d'un de ses patients à qui il venait d'accorder une permission de sortie à la journée après l'avoir évalué et l'avoir trouvé mieux. Il m'a également témoigné du suicide d'un ami qui, le jour même, postait encore les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. L'imprévisibilité du suicide nous échappe. Même si l'on pouvait craindre quelque chose, le moment est sidérant pour l'entourage qui tombe des nues. Alors j'ai donc exploré l'implication dans le travail et l'imprévisibilité comme caractéristique du suicide en m'appuyant sur la pensée politique d'Hannah Arendt et sur la phénoménologie matérielle de Michel Henry pour comprendre et penser autrement le suicide. Je m'excuse d'être un peu long, mais on a pris un peu de retard, c'est important. Si ma thèse propose une rupture épistémologique, c'est parce qu'elle est pensée dans une rupture avec la métaphysique, pour revenir à la chose même, c'est-à-dire à la vie. D'un point de vue académique, la pensée d'Hannah Arendt et de Michel Henry ne sont pas compatibles. La phénoménologie matérielle de Michel Henry est le courant philosophique qui entre en rupture avec la pensée rationnelle du vivant. Là où Arendt reste fidèle à la philosophie classique, grecque, helléniste on dira, même si la politique lui permet de dépasser la séparation dualiste du sensible et de la raison. L'enjeu, c'est la séparation par laquelle l'Occident s'est construit dans les représentations de la vie, c'est-à-dire séparation du sensible et de la raison. Henry s'inscrit dans une filiation du second courant des Lumières, qui s'appelle le courant vitaliste, qui a pensé la conscience sans le dualisme qui oppose le sensible et la raison. Cette opposition sur laquelle je me suis appuyé vise à faire retenir l'idée que la vie ne peut pas être vécue repliée sur elle-même. Elle ne serait que souffrance. Mais que le travail est ce qui permet à l'homme de se reconnaître en tant qu'être, parce qu'il vit dans un monde qu'il a créé lui-même pour le contempler. Là est son humanité universelle. Mes deux derniers points, ce sera de définir le statut politique de l'action humaine et le statut phénoménologique. Donc pour le statut politique de l'action humaine, le statut politique nous permet de comprendre la dépolitisation du travail et ses conséquences sur l'implication et l'imprévisibilité de l'action humaine. Pour Arendt, les activités humaines sont liées à la condition la plus générale de notre condition, c'est-à-dire la vie et la mort. Nous sommes mortels et nous le savons, nous entretenons un rapport particulier avec ce savoir. Nous savons que nous allons mourir, mais finalement on vit avec. Seuls les dieux sont éternels. C'est pourquoi les humains aspirent alors à l'immortalité. La condition permet de faire la distinction avec la nature humaine, dans le sens où nous pouvons penser et comprendre ce que nous faisons. Tout ce qui touche la vie humaine, tout ce qui se maintient en relation avec elle, assume immédiatement le caractère de condition de l'existence humaine. Ce que nous faisons conditionne nos existences. Avec le concept de vita activa, elle place la primauté du faire sur l'être, comme moyen de dépasser la finitude de la vie. Quand je fais bien quelque chose, c'est structurant en retour sur mon être. Je vais bien. De même, quand je suis reconnu pour ce que je fais, cela a un retour sur qui je suis. La vie n'a de sens que relatif à ses conditions parce que la nature de l'homme nous échappe. Cette dialectique du faire et de l'être pose l'enjeu politique de l'activité humaine dans une articulation entre le domaine privé et le domaine public. Pour cela, Arendt définit 3 activités fondamentales: le travail, l'action et l'œuvre. La condition humaine du travail, c'est la vie. Le travail est lié à la vie. Mais le travail assure la survie de l'individu et de l'espèce. Il s'occupe des nécessités biologiques. On est obligé tous les jours de travailler pour rester en vie. Tous les jours, il faut répéter la même chose. Et ce travail-là, chez les Grecs, c'est l'esclave qui le faisait. Vous comprenez? Parce que c'est un travail aliénant qui n'humanise pas. Donc le travail se pratique à l'ombre du monde, c'est-à-dire dans le foyer privé. Il n'est pas visible.
Le maître a le droit de vie et de mort sur ses esclaves, puisque ces esclaves n'ont pas le statut d'humain. Le travail s'effectue donc dans le foyer privé. Il n'est pas politique car il ne prend aucune apparence visible. D'ailleurs, les métiers domestiques ou du soin font que le travail, quand il est bien fait, il disparaît. La femme de ménage qui a fait le ménage, on ne sait pas quelle est l'épreuve qu'elle a éprouvée pour faire le ménage. C'est juste quand elle ne le fait pas qu'il apparaît. C'est pareil pour le soin. De plus, soulager quelqu'un, hein, d'où notre tendance, par la méconnaissance de ce que c'est que le travail humain, vivant, d'où notre tendance mortifère à le réduire à une donnée d'objectivité, au visible, au résultat seulement. Pensez à la T2A. La condition de l'œuvre est l'appartenance au monde, parce que l'œuvre confère une certaine permanence, une durée à la futilité de la vie, mortelle, au caractère fugace du temps humain. On a besoin de laisser une trace de nous. Et pour Arendt, il y a deux moyens au niveau politique. La fabrication, l'œuvre, qui va perdurer par-delà notre vie, et la natalité. La pluralité est la condition de l'action humaine. Politiquement, ce qui conditionne l'action humaine, c'est sa pluralité. Parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire tous humains, sans que jamais personne ne soit identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître. Le travail et l'œuvre, de même que l'action, s'enracinent dans la natalité, dans la mesure où ils ont pour tâche de procurer et sauvegarder le monde à l'intention de ceux qu'ils doivent prévoir et avec qui ils doivent compter, c'est-à-dire tout le flot de nouveaux, ce qu'on appelle les générations futures. Toutefois, c'est l'action qui est le plus étroitement liée à la condition humaine de natalité. Le commencement inhérent à la naissance ne peut se faire sentir dans le monde que parce que le nouveau venu possède la faculté d'engendrer du neuf. Vous comprenez qu'un nouveau venu va engendrer du neuf. C'est-à-dire, il va agir. Ainsi, quand nous agissons, nous nous donnons la possibilité de naître à nouveau. Parce que l'action est toujours un commencement. L'action crée la condition du souvenir, c'est-à-dire l'histoire. La natalité est la catégorie centrale de la pensée politique. Parce que c'est de la pluralité et donc de la nouveauté que la vie individuelle et collective a un sens. Dès que la vie s'inscrit dans l'identique et la répétition, elle se réduit à sa fonction biologique. L'action se distingue du travail dans le sens de ce qu'elle est toujours nouvelle. Il n'y a pas deux actions qui sont identiques. Vous avez beau vous occuper du même patient tous les jours, faire la même toilette, c'est jamais la même toilette. Et vous agissez jamais pareil. L'action est à la fois imprévisible parce qu'elle apporte de la nouveauté et que nul ne maîtrise son résultat et ses conséquences. L'imprévisibilité est toujours liée au fait que quand j'agis, là je parle, ce que je ne maîtrise pas, c'est comment vous recevez ma parole et les conséquences que mes paroles vont avoir sur vous. Et la parole est une action. C'est par l'action et la parole que nous nous insérons dans le monde. Cette insertion ne nous est pas imposée comme pour le travail. Le travail nous est imposé par les nécessités biologiques de la vie. L'agir ne nous est pas imposé. Agir signifie prendre une initiative. L'action et la parole sont ce par quoi nous rentrons en relation avec les autres et cela nous permet d'exister aux yeux des autres. Nous agissons en vue d'exister aux yeux des autres. Pensez à vos enfants qui commencent quand ils commencent à pouvoir s'autonomiser, quand ils commencent à marcher à quatre pattes partout, qui vont dépoter les fleurs. Hein, qu'est-ce qu'ils font dès que vous approchez? Hop, ils vous regardent. Et pour un sourire. Et le sourire, qu'est-ce qu'il fait? Il neutralise éventuellement la réaction. Donc du coup, l'enfant, il commence à apprendre à exister. D'abord aux yeux de ses parents. Mais ça nous poursuit toute la vie. Ce qui nous relie ne tient qu'à la promesse, donc. La promesse est toujours contenue dans nos actions. Mais parce que notre agir est toujours imprévisible, c'est parce que la promesse est liée au pardon. L'action engage toujours une promesse qui est aussi liée au pardon. Puisque l'action, parfois, a besoin d'être pardonnée. Pour donner une nouvelle promesse ou une nouvelle signification à cette promesse. Vous comprendrez là encore que seules les activités qui humanisent sont celles qui se déroulent dans le domaine public et donc politique, puisque seule l'action et la parole nous donnent accès au domaine politique. Les activités du domaine politique sont celles qui sont émancipées des nécessités biologiques de la vie. Et donc cette émancipation, retenez-le bien, c'est une émancipation du pouvoir et de la domination. Parce que dans le domaine politique,
Le pouvoir et domination ne sont pas admis. Le domaine public politique est l'espace où la citoyenneté se définit à partir de la liberté d'agir et de parler entre individus égaux. Vous comprenez là que nous n'avons aujourd'hui une représentation du travail et des modèles d'organisation qui ne garantissent plus le statut politique de l'action humaine. Nous héritons d'un modèle d'organisation qui est lié à ce que la modernité a produit par les décisions successives des hommes qui nous ont précédés. Vous pouvez, comme moi, avoir le sentiment certains jours dans votre travail salarié d'être la répétition comme l'esclave antique. Je fais peut-être même hypothèse que si vous vous êtes mis à faire de la recherche, c'est pour échapper à ça. Depuis la révolution industrielle, notre rapport au travail humain a changé. Le contrat de travail auquel nous nous soumettons est un lien de subordination à une autorité hiérarchique. L'industrialisation a recréé la dialectique du maître et de l'esclave antique en séparant la conception et l'exécution de la tâche. Au sens d'Arendt, nous sommes devenus une société de travailleurs privés d'apparaître dans le domaine public. La dépolitisation du travail est plus largement le fait de la disparition du domaine public, parce que la société est devenue une grande famille dont l'État-nation est le garant de l'entretien et du maintien de la vie. C'est pourquoi l'effondrement du politique est lié à la diffusion du pouvoir et de la domination dans le domaine public par l'avènement du social. L'entretien et l'intensification de la vie sont devenus notre seul souci collectif. Cela a produit une société de masse qui s'appuie sur le conformisme et le consumérisme. Le consumérisme est lié à la production de masse qui a transformé nos valeurs d'usage, propres à tous nos métiers, en valeurs marchandes. La culture des métiers du soin laisse place à la production du soin. L'avènement du social est la transformation en intérêt public de ce qui était autrefois une affaire individuelle privée concernant que la propriété privée. Alors que l'action garantissait la liberté dans le domaine public, l'égalité dans une société de masse ne repose plus sur la pluralité, mais sur le conformisme. Être conforme signifie agir selon les attendus de la masse ou du pouvoir et non selon la nouveauté. L'égalité sociale qui est recherchée par la masse efface toute individualité d'identité individuelle. En clair, plus on est dans la masse, moins on existe individuellement. L'action, c'est pourquoi la société dévalorise l'action humaine au profit du comportement aujourd'hui. L'action qui est d'abord naissance et nouveauté est remplacée par la norme standard du comportement. Le savoir-agir est remplacé par le savoir-être, conforme aux normes de la masse et du pouvoir. La promesse et le pardon sont remplacés par le respect de la norme et l'évaluation. Dernier point, je m'excuse. Le statut phénoménologique de l'action humaine est affectif et invisible. Ça sera plus rapide. Pour comprendre le statut phénoménologique de l'action, il nous faut comprendre la manière dont l'action devient un phénomène, c'est-à-dire le résultat de l'action, comment il apparaît. C'est la phénoménalité de l'action qu'il convient de saisir, c'est-à-dire son apparaître à la conscience. L'homme va rechercher à rencontrer ce qui fait son humanité dans ce qu'il fait et dans ce qu'il réalise, afin d'accéder à une réalité universelle qui est celle de la vie des hommes. En clair, si je ne me reconnais pas dans ce que je fais d'abord, je ne risque pas de me reconnaître dans l'humanité des autres. C'est ça que ça veut dire. Le monde se présente d'abord à nous dans son irréalité. Le travail de la vie est ce qui va nous permettre de construire la réalité du monde. La réalité ne nous est pas donnée, c'est une construction. C'est en agissant que l'individu cherche à s'éprouver en produisant le monde. La praxis vivante est cette manifestation de la subjectivité, ce qui signifie que l'action est la subjectivité en mouvement. Il n'y a pas une intentionnalité de la conscience dans l'action, mais tout un faisceau d'intentionnalité issu du corps qui éprouve en s'éprouvant. Le corps n'est pas seulement le mouvement, il est surtout le sentir. L'essence du sentir est le mouvement. Le sentir peut devenir un savoir par l'acte de sentir. C'est ainsi lorsque le savoir qui règle l'action est celui de la vie. Coïncide avec l'action. La vie ne peut pas s'accroître sans cette phénoménalité. Parce que c'est là qu'elle se déploie, qu'en philosophie, on définit comme étant la culture. Vous comprendrez pourquoi tout travail est de conception. Nous ne sommes jamais exécutants. Lorsque l'on est privé de la conception de son action, on est empêché au sens d'Yves Clos.
dans le développement de la vie qui est en nous. L'action est donc le rapport affectif pur avec le monde et le travail de la vie est la conquête du monde. Le concept de corpropriation de Michel Henry correspond à l'activité du corps qui s'approprie l'extériorité du monde pour le faire sien. Cette corpropriation est la manière dont notre subjectivité travaille à rendre le monde habitable. Par exemple, si c'est la première fois que vous venez à ces journées de recherche, le lieu, les gens, l'ambiance, tout ce qui s'y passe depuis votre arrivée ce matin, vous êtes étranger. Mais sans le savoir, vous allez investir subjectivement le lieu jusqu'à le connaître sans y penser. C'est le corps subjectif qui fait ce travail de corpropriation. Parce que nos sens sont en éveil et nous les éprouvons. Le voir n'est pas que visuel. Il est sensoriel par le toucher, l'ouïe, et tous nos sens. On dit que nos sens sont métamorphiques car on peut voir avec le toucher des mains. L'homme ne produit pas uniquement ce dont il a besoin, il produit de façon universelle, parce qu'il est capable de reproduire la nature et de construire son monde. Et il peut s'y contempler. La vie productive et la vie engendrant la vie, c'est une activité libre. Alors il nous faut comprendre la temporalité de l'action, c'est le dernier point rapide, là où se construit l'histoire de nos vies. Les ressources de l'action individuelle ne sont jamais isolées des autres personnes rencontrées à l'occasion du travail et au-delà. Notre agir n'est pas solipsiste. L'expérience de la vie est solipsiste, mais pas l'agir. Nous l'avons vu par son statut politique. C'est toujours adressé. C'est pour contrôler l'incertitude que l'action est toujours adressée. Je vous parle, ça contrôle l'incertitude de ma parole. C'est à vous que je l'adresse. La temporalité de nos actions est liée à un processus de transmission et d'actualisation permanent, ce qui rend le travail vivant. C'est par là que se construit le métier, dans cette transmission intergénérationnelle, dans le réel du travail. Quand une infirmière, par exemple, fait un soin à un patient, elle s'adresse à lui dans l'instant. Mais, dans la manière dont elle réalise son soin est aussi adressé à d'autres qui ne sont plus là, mais qui comptent encore. Par exemple, ceux qui lui ont appris le geste. Par exemple, ceux qui l'ont éduqué. Toutes les manières de faire. Toutes les valeurs qui lui ont été transmises. Cette temporalité, c'est l'adressage de l'action qui vise à contenir les incertitudes du monde réel dans lequel nous vivons. Ce sont des îlots de sécurité qu'on nous a transmis depuis notre naissance et que nous enrichissons tout au long de notre vie et que nous transmettons à notre tour. Vous comprendrez au passage que ces adressages sont multiples, politiquement ils sont pluriels, d'où l'impossibilité de standardiser les manières de faire, si vous me suivez. Même pour les gestes les plus simples. Pour aller plus loin, lorsqu'on agit, en fait, on agit toujours au passé. On prend appui sur nos habitudes, parce que c'est moins coûteux subjectivement. Mais l'habitude qui est dévalorisée par le management de la qualité, par exemple, est pourtant ce sur quoi repose la sécurité du travail. Henri Bergson nous dit « L'habitude est à l'action, ce que la généralité est à la pensée ». Les activités à risque passent leur temps à anticiper pour construire des habitudes. On appelle ça des routines dans le travail. Ces routines permettent d'être disponibles le moment venu pour faire face à quoi? Aux imprévus. Si l'action se situe au passé, c'est parce que notre corps porte en lui la mémoire de tous nos gestes passés. Cette mémoire est vivante parce que c'est notre corps qui porte en lui les traces de ces situations passées. Ce que l'on ressent dans chaque situation vécue s'inscrit dans le corps. Le corps est une mémoire à disposition pour l'action présente. C'est encore Henri Bergson qui dit « La vérité est que la mémoire ne consiste pas du tout dans une régression du présent au passé, mais au contraire, dans un progrès du passé au présent. C'est dans le passé que nous nous plaçons toujours d'emblée. » Il nous dit encore que la mémoire n'est pas un matériau à disposition rangé dans un tiroir de notre cerveau. C'est la sensation de l'instant, ce qui est éprouvé dans le réel d'une situation qui convoque une trace affective passée sans que nous puissions choisir ni avoir la maîtrise de cette convocation.
C'est de cet éprouvé passé convoqué et présent affecté que peut naître une nouvelle action. L'efficacité de cette action agira comme une nouvelle trace structurante de nouveaux savoirs. L'action ne peut donc pas être amputée de son historicité au risque d'y perdre sa boussole. C'est ce qui fait que nous sommes d'abord des êtres de culture avant d'être des êtres de science. Michel Henry montre que le domaine des sciences n'est pas de même nature que le domaine de la culture. Les réformes du système de santé, avec la nécessaire maîtrise des coûts de production, a mis à mal la culture de nos métiers. Parce que l'organisation scientifique du travail adossée au tournant gestionnaire des années 80 a provoqué un changement de paradigme pour les soignants. L'industrialisation des activités des soins immobilise ce qui fait le travail humain dans sa culture et son humanité. Les plus impliqués dans ce travail ne peuvent s'y résoudre. Et c'est quand un événement inattendu les rattrape qu'ils passent à l'acte. Véronique était infirmière, elle avait fait le choix de travailler en psychiatrie. Elle a travaillé en intra-hospitalier avant d'aller vers un CMP puis un hôpital de jour. Ses collègues la décrivent comme très impliquée dans la prise en charge des patients, avec une relation très privilégiée avec ses patients, surtout ceux atteints de psychose. Elle pratiquait le toucher-massage et il lui arrivait de masser également ses collègues. Durant les entretiens, certains m'ont dit qu'elle avait un toucher incroyable. Elle s'était formée à l'art-thérapie également. Elle était décrite comme une personne à part dans sa tenue et sa manière d'être. Libérée du camp dira-t-on, elle s'habillait de manière extravagante et décalée selon eux. Ils disent aussi que lors des réunions de supervision, Véronique avait du mal avec la théorie. Elle prenait souvent le contre-pied pour parler des malades. Elle vivait seule, mais avait une liaison avec un autre infirmier. Sa situation professionnelle s'est dégradée par les réformes internes du pôle. Il a fallu revoir les activités et elle ne pouvait plus pratiquer certains soins. Elle a souhaité changer de poste et s'est orientée vers un hôpital de jour pensant que cela irait mieux. Elle avait interpellé les hiérarchies à plusieurs reprises pour dire que ça n'allait pas, en vain. Une ancienne collègue me raconte une anecdote vécue lors d'une sortie conviviale entre collègues. Ils avaient décidé d'aller sauter à l'élastique. Tout le monde avait peur au moment du saut. Sa collègue me dit ceci. Elle était belle au moment du saut. Et je me suis dit de suite, elle n'a pas peur de mourir, elle. Avec le recul, c'est bizarre comme sensation. Un matin, elle ne s'est pas présentée au travail. Un de ses collègues l'a retrouvée pendue avec une écharpe qu'elle portait toujours. Ces écharpes qu'elle portait toujours disaient « c'était mon doudou », disait-elle. Lors de ses obsèques, ses collègues apprendront, en faisant la connaissance de son père, que la mère de Véronique était suivie en psychiatrie pour schizophrénie. Aucun de ses collègues, même les plus proches, ne le savait. Sa collègue me dit alors, que venait-elle chercher en psychiatrie? Le travail est vivant parce que nous sommes affectés par chaque situation de vie. C'est de cette affectivité que nous actualisons notre passé dans le présent. L'affectivité, c'est ce qui nous rend présents au monde. Parce que cette présence sensible est imprévisible dans sa manifestation. La souffrance comme épreuve affective du monde et de la vie est le point de départ de l'intelligence praxique. La maîtrise des processus de production, issus de l'ingénierie et de la technique, s'oppose à cette temporalité vivante de l'action humaine. La production est un présent productif, matériel et technique. Elle n'a que faire du passé, d'où le sentiment parfois pour certains professionnels aguerris d'être déclassés par les changements d'organisation. La rationalité technique provoque une rupture anthropologique de l'action. La rationalité technique, c'est pourquoi le management, ne s'intéresse plus aujourd'hui à l'épaisseur de l'expérience professionnelle, mais à l'émotion de l'instant du travail. C'est elle que le pouvoir nouveau veut capter pour en maîtriser la destinée. Celle-ci est devenue un produit fabricable dans le travestissement de la culture. L'événementiel remplace ce qui fait l'édifice des relations humaines. C'est tant que l'on construit ensemble dans l'usage du quotidien pour célébrer la vie, son entretien, son développement et sa pérennisation. Ce travestissement de la culture empêche la politisation de la vie, la prive de la possibilité de prendre une apparence commune dans laquelle chacun peut se reconnaître, sans que jamais cette apparence n'appartienne à personne. C'est plus qu'un bien commun, c'est le sens commun d'Aristote. Parce que chacun peut circuler librement dans cet espace commun en se sentant humain à égalité des autres. Le suicide, s'il est une riposte politique agissante, nous rappelle que la liberté est celle d'agir et de parler librement pour faire œuvre commune. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce propos.
Merci beaucoup. Malheureusement, on ne va pas avoir de temps